Bonjour à tous, je m'appelle Glenn Deason et je suis rejoint aujourd'hui par Alexander Mercouris et le très populaire professeur John Mearsheimer. Bienvenue. Ravi d'être ici. Moi aussi, Glenn. Je voulais commencer par discuter de l'avenir de ce qu'on appelle l'ordre international libéral. Dans l'ère post-guerre froide, nous nous y référons souvent comme à l'hégémonie libérale ou à l'ordre international libéral. Le principe était d'avoir une puissance centrale pour réduire l'anarchie internationale et atténuer la concurrence en matière de sécurité. Cette hégémonie était également destinée à élever le libéralisme dans le système international pour atteindre une paix perpétuelle. Cependant, non seulement l'hégémonie a disparu, mais il semble aussi que le système libéral soit en train de s'effondrer. Non seulement à l'international, mais aussi en Occident. Depuis longtemps, les gouvernements et les entreprises sont étroitement liés. Les ONG financées par le gouvernement détournent la société civile. Le libéralisme économique semble être terminé, avec des tarifs draconiens sur les produits chinois et des efforts pour paralyser leurs industries de semi-conducteurs. Rien de tout cela ne respecte les politiques de l'OMC. Nous cherchons également des moyens de légiférer le vol des réserves de la Banque centrale russe. Les menaces sur les corridors de transport augmentent et le droit international est régulièrement sapé. Nous soutenons désormais largement et ouvertement le génocide et l'excusons. Le nouveau slogan de l'OTAN est « Les armes sont le chemin vers la paix ». Nous constatons que l'opposition, en particulier dans l'EU même, semble maintenant être surmontée par la pression politique. Cela se gère par des menaces de sanctions ou simplement en inventant de nouvelles règles et lois pour écraser l'opposition. La polarisation politique est un problème important, notamment aux États-Unis. Le recours judiciaire est désormais une préoccupation majeure, le système judiciaire étant utilisé pour cibler les opposants politiques. Il y a aussi une collusion entre les agences de renseignement, les médias et les groupes politiques, ainsi qu'une censure généralisée. Globalement, les choses ne vont pas bien. Je ne pense pas que nous ayons besoin de beaucoup plus d'exemples. Alors, ma question est, comment pouvez-vous expliquer tout cela? Que se passe-t-il? Est-ce lié au déclin de l'hégémonie? Ou comment comprendriez-vous cela d'un point de vue réaliste politique? Permettez-moi de dire quelques mots à ce sujet, Glenn. Et laissez-moi commencer par parler de ma vision des ordres internationaux en général. Pendant la guerre froide, il y avait ce que j'appelle des ordres délimités. L'un était l'ordre occidental, c'est ce que nous appelons habituellement l'ordre international libéral, mais ce n'était pas vraiment international. Les règles et les institutions largement créées par les États-Unis s'appliquaient presque exclusivement à l'Occident. L'Union soviétique avait son propre ordre. Elle avait un ensemble d'institutions qui s'appliquaient à ce que nous appelions le monde communiste, n'est-ce pas? Cela incluait des choses comme le Comecon, le Comintern, le Pacte de Varsovie, et ainsi de suite. Donc vous aviez ces deux ordres délimités qui dominaient le paysage. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la guerre froide a pris fin, et nous sommes passés à une unipolarité avec une seule grande puissance dans le système, les États-Unis. C'était une opportunité pour les États-Unis de prendre l'ordre libéral qu'ils avaient créé en Occident pendant la guerre froide et de le transformer en un ordre véritablement international. Cela coïncide avec l'expansion de l'OTAN et de l'UPOR. Pendant le moment unipolaire, les États-Unis créaient un ordre international libéral. Pensez à l'OMC qui a été créé pendant la période post-guerre froide et qui a intégré la Chine. Donc, nous avons créé un ordre international libéral. Mais vers 2017, nous avons commencé à nous transformer en un monde multipolaire. Putin brings Russia back from the dead,
Poutine ramène la Russie d'entre les morts. La Chine devient une grande puissance. Donc, vous avez trois grandes puissances dans le système. Quand vous avez trois grandes puissances, il va être difficile de maintenir un ordre international libéral. Surtout parce que les Chinois vont essayer de créer un ordre à eux. Ils vont créer leurs propres institutions et exercer une influence dans les institutions existantes dont ils sont membres. Pensez à la Baï et à l'initiative de la ceinture et de la route. Il y a toutes sortes d'institutions que les Chinois créent, qui représentent une alternative à l'ordre international libéral, qui commence à dépérir. Donc à un niveau très général, il est important de comprendre que la montée de la Chine et la résurgence de la puissance russe vont saper l'ordre international libéral que les États-Unis avaient favorisé pendant le moment unipolaire. C'est le premier point. Le deuxième point est que bien qu'il y ait des forces structurelles puissantes qui sapent l'ordre international libéral, il ne fait aucun doute que les États-Unis ont agi de manière à faciliter sa disparition au cours des 10 dernières années. Et toi, Glenn, tu viens de décrire certaines des politiques que nous avons poursuivies et qui ont fait d'énormes dégâts à l'ordre international libéral. Il en reste très peu debout en conséquence. Et je pense que la preuve la plus flagrante de l'ampleur des dégâts que nous avons causés est la réaction américaine à la décision de la Cour internationale de justice contre Israël et maintenant la tentative de la Cour pénale internationale de tenir les dirigeants israéliens responsables. Les États-Unis ont fait de grands efforts pour délégitimer ces deux institutions qui font partie de l'ordre international libéral. Cela n'a aucun sens. Et bien sûr, ces actions des États-Unis ne sont qu'un petit échantillon des nombreuses mesures que nous avons prises ces dernières années pour saper cet ordre. Il ne reste donc plus grand-chose de l'ordre international libéral. À l'avenir, il ne sera plus du tout international. And in moving forward, it's not going to be international at all. The one thing I would say is that, of course, the Cold War. La seule chose que je dirais, c'est que pendant la guerre froide, nous avions deux systèmes très différents qui s'affrontaient. Cela donnait à l'ordre libéral en Occident, centré autour des États-Unis, une grande cohérence. Vous pouviez clairement définir ce que c'était et vous aviez le système opposé, qui était le système soviétique. Vous pouviez comparer les deux et dire « voici l'ordre libéral et voici l'ordre communiste ». Et il y avait des différences claires et une division nette. Lorsque le système communiste s'est effondré, il y a eu une tentative de rendre l'ordre libéral universel. Je veux dire ceci, vous vous en souvenez probablement mieux que moi, mais l'une des choses dont je me souviens à propos de la guerre froide était l'idée que si le communisme était vaincu, ou si les communistes nous vainquaient, quel que soit le système qui prévaudrait, deviendrait le système universel. Je veux dire, c'était formulé dans une certaine mesure en ces termes. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu une tentative de le rendre universel. Au moment où il est devenu universel, il a perdu de sa cohérence parce qu'il n'y avait plus ce niveau de comparaison. Il n'y avait plus le sentiment qu'il y avait une alternative à laquelle il ne fallait pas trop ressembler. Je pense qu'il était inévitable qu'il y ait cette tentative de le répandre dans le monde entier. Et il était inévitable que par cet acte, il commence à développer des contradictions en son sein. Au fil du temps, ces contradictions ont grandi parce qu'elles sont devenues liées à la croyance que pour préserver ce nouvel ordre libéral, il fallait le pouvoir américain en son cœur. Sans cela, l'ordre régresserait. Et bien sûr, avec le temps, l'importance de se concentrer sur le pouvoir a créé plus de complications et de contradictions. L'exercice du pouvoir, presque par définition,
nécessite un certain degré de transgression des règles existantes. Donc, je pense que ce processus était programmé pour se produire dès la fin de la guerre froide. Alors que le pouvoir relatif des États-Unis a décliné, nous sommes passés d'une situation unipolaire à une situation multipolaire, ce qui est inévitable. Il n'est plus possible de dissimuler ces contradictions. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais juste intervenir, Alexander, et dire que je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais je pense que les États-Unis auraient pu faire un bien meilleur travail en gérant l'ordre international libéral s'ils avaient eu une approche plus légère. Vous savez, il y a cette distinction dans le discours des relations internationales entre le pouvoir dur et le pouvoir doux. Et je pense que les États-Unis étaient assez bons en matière de pouvoir doux. Nous l'étions certainement pendant la guerre froide. Mais je pense que pendant le moment unipolaire, à mesure qu'il avançait, nous sommes devenus de moins en moins capables d'exercer le pouvoir doux. Nous avons agi comme un tromblon dans nos relations avec de nombreux pays à travers le monde, et nous les avons aliénés. Nous avons fait beaucoup pour saper l'ordre international libéral. Je pense que si nous avions été plus sophistiqués et avions eu une approche plus légère, nous aurions pu le préserver pendant une plus longue période. Pendant cette période, nous aurions tiré plus de l'ordre que ce que nous en tirons maintenant. Je pense que c'est indéniablement vrai. Je ne vais pas contester cela, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. À un moment donné, les États-Unis ont perdu leur capacité à mener des négociations et à faire de la diplomatie. Ils sont devenus impatients et agressifs de manière absolument inutile, perdant de vue leurs propres intérêts ultimes. Mais nous en sommes là. Juste pour intervenir rapidement, Glenn, je soulignerai que beaucoup de cela est dû au fait que les États-Unis sont un État croisé. C'est un État croisé parce que c'est un État libéral. Les États-Unis se sont longtemps engagés à remodeler le monde à leur image et à utiliser la force militaire si nécessaire pour atteindre cet objectif. En conséquence, nous avons agi de manière très autoritaire dans le monde entier à cause de cette idéologie libérale. C'est contre-intuitif parce que les libéraux sont généralement présentés comme étant contre l'utilisation de la force militaire. Les réalistes comme moi sont souvent décrits comme des partisans intransigeants de l'utilisation de la force ici, là et partout. Mais d'une manière très importante, c'est exactement le contraire qui est vrai. Les réalistes ont tendance à avoir moins d'intérêt à utiliser la force militaire que les libéraux. Encore une fois, c'est à cause de cette impulsion de croiser qui est intégrée dans l'idéologie libérale. Il est intéressant que vous fassiez référence à un État croisé, car je me demandais s'il y a une contradiction dans l'idée de l'hégémonie libérale. Le libéralisme porte en lui deux héritages ou définitions, créant une contradiction interne. D'une part, le libéralisme devrait être basé sur la tolérance envers différentes opinions et types de régimes, en promouvant la capacité à harmoniser et à s'entendre. D'autre part, le libéralisme est souvent basé sur des idéaux et des valeurs universelles, avec l'hypothèse que tout le monde commencera à se conformer à ces mêmes valeurs. Et quand cela ne se produit pas, il y a de moins en moins d'acceptation envers les différents types de régimes. La raison pour laquelle cela semble incompatible avec l'hégémonie est que si vous avez une hégémonie, vous avez la domination et les outils pour imposer cet universalisme. Cet aspect du libéralisme ignore souvent la tolérance supposée envers les différents types de régimes. Je me souviens que votre collègue Stephen Walt faisait remarquer qu'après la guerre froide, le principal défi pour les États-Unis était de se restreindre eux-mêmes. Il l'a comparé à un gorille de 500 livres, suggérant que le principal problème était l'autocontrôle, parce que les autres ne pouvaient plus restreindre les États-Unis. Maintenant, ils devaient trouver un moyen de se restreindre eux-mêmes.
Les États ne se contraignent pas eux-mêmes, donc c'est un problème clé. Je pense donc que c'est pourquoi vous pourriez voir les États-Unis recourir à une force excessive et peut-être saper beaucoup de ces mêmes idéaux libéraux dans le processus. Je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a cette tension au cœur du libéralisme. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le manque de tolérance inhérent au libéralisme a triomphé de la tolérance qui y est également intégrée. Nous nous sommes mis dans beaucoup d'ennuis. D'ailleurs, c'est pas seulement les États-Unis, c'est l'Occident de manière plus générale, car la plupart des pays européens ont bu la Kool-Aid. Si vous regardez ce que nous faisons dans le monde, il ne fait aucun doute que les États-Unis sont à l'avant-garde, mais les puissances européennes sont juste là avec eux, en particulier les Britanniques. Je ne dirais pas que cela est exclusif aux États-Unis. Comme vous l'avez mentionné, l'Occident, et les libéraux en particulier, deviennent souvent plus agressifs. Cela s'applique également aux Européens. Si vous avez une idéologie qui suggère que le monde imparfait de la compétition sécuritaire peut être transcendé vers une paix perpétuelle en adoptant des valeurs universelles, cette fin tend à légitimer des moyens très violents. Qui ne voudrait pas aller à la guerre perpétuelle si elle promet la paix perpétuelle? C'est quelque chose auquel nous avons adhéré, surtout après la guerre froide, lorsque nous avons senti que nous avions un mandat spécial pour transformer le monde en un endroit meilleur. Une fois que les politiciens croient qu'ils ont ce pouvoir, ils sont prêts à consacrer des ressources importantes et à utiliser des moyens très laids pour y parvenir. Il est très intéressant de savoir quand exactement les États-Unis sont devenus un État croisé. À un certain niveau, il y a toujours eu une tension dans le libéralisme britannique entre le libéralisme impérialiste, représenté par des personnes comme Mill, et le libéralisme anti-impérialiste, qui a également existé. Par exemple, J.A. Hobson, qui a écrit le célèbre livre critiquant l'Empire, était un libéral anti-impérialiste. Quand les États-Unis ont-ils décidé de devenir un État croisé qui voyait sa mission comme l'expansion du libéralisme dans le monde entier? Cela a-t-il toujours été le cas? Était-ce programmé dès le début? Ou cela s'est-il développé autour de Wilson et de la période de la Première Guerre mondiale? Ou est-ce venu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale? Period around the First World War, or did it come after, during the Second World War? Because I should say that Parce que je devrais dire que parmi beaucoup de gens en Europe, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord pour dire que les Européens aujourd'hui sont aussi agressifs dans la promotion du libéralisme que les Américains. Mais à une époque en Europe, il y avait cette croyance que les États-Unis étaient différents, qu'ils n'étaient pas des croisés de la même manière. Mon père, qui faisait partie de l'ancienne gauche politique européenne par exemple, est né dans les années 1920. Sa conception des États-Unis était qu'ils étaient libéraux, ce qui est bien sûr une bonne chose selon lui, mais qu'ils étaient aussi pacifiques. Il croyait qu'ils n'avaient pas de grandes armées, n'intervenaient pas dans le monde entier et se concentraient sur eux-mêmes, développant leur économie. Même après la Seconde Guerre mondiale, il a toujours conservé une sorte de croyance persistante que c'était le cas. Et c'est que la période de la guerre froide était une sorte d'anomalie. Permettez-moi de dire quelques mots, Alexander, pour essayer de répondre à votre question. Mais avant cela, juste pour renforcer votre point concernant votre père, rappelez-vous que Roosevelt était profondément engagé à mettre fin à l'Empire britannique et aux empires européens en général. Les Américains n'aimaient pas du tout le concept d'empire. C'est à ce moment-là que nous avions une vision libérale plus modérée de la politique internationale. Maintenant, en ce qui concerne votre question,
Je pense qu'il y a deux événements d'une importance énorme pour expliquer quand nous sommes devenus un État croisé. Le premier est la fin de la guerre froide. Pensez simplement à l'argument de Francis Fukuyama. L'argument de Fukuyama, qui était largement accepté aux États-Unis et, je crois, en Occident de manière plus générale, est que la guerre froide avait été un conflit idéologique entre le communisme et la démocratie libérale, et que la démocratie libérale avait gagné. Fukuyama a soutenu dans son célèbre article que nous avions vaincu le fascisme dans la première moitié du XXe siècle, puis vaincu le communisme dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous avions triomphé d'une manière presque inimaginable avant la fin de la guerre froide. Donc nous étions pleins de nous-mêmes lorsque la guerre froide a pris fin. Nous pensions simplement que le libéralisme était l'avenir. C'est ce que dit Fukuyama. Au fil du temps, tous les pays de la planète finiront par devenir des démocraties libérales parce que c'est une chose merveilleuse. Une fois que cela se produit, vous êtes vraiment lancé, n'est-ce pas? Maintenant, tout au long des années 1990, l'administration Clinton était très hésitante à utiliser la force militaire pour soutenir cet élan de croisée, en grande partie à cause du Vietnam. Mais ensuite, la guerre en Afghanistan se produit. Je pense que ce qui se passe dans les premiers mois de cette guerre est extrêmement important pour expliquer pourquoi nous nous tournons vers l'utilisation de la force militaire pour soutenir l'élan de croisée. Vous vous souvenez que nous avons été attaqués le 11 septembre, puis nous sommes entrés en guerre à la mi-octobre 2001. Et la guerre est effectivement terminée début décembre 2001. Elle dure vraiment 2 mois au maximum. Il semble que nous ayons remporté une victoire spectaculaire. Les talibans ont été décisivement vaincus, croyons-nous. Les Européens viennent aider à gérer l'Afghanistan. Nous adoptons la doctrine Bush à ce moment-là, parce que nous pensons avoir trouvé la formule magique pour renverser les régimes, installer un leader démocratique, puis passer à la cible suivante. Donc après avoir fini avec l'Afghanistan, nous pensons pouvoir nous occuper de l'Irak. Nous pensons que l'Irak sera rapide et facile. L'Afghanistan ne nous l'a-t-il pas montré? Nous avons renversé les talibans en 2 mois. Nous avons mis Karzai au pouvoir. Maintenant, nous allons nous occuper de l'Irak. Je me souviens quand les Israéliens ont appris que nous allions nous occuper de l'Irak avant de nous occuper de l'Iran. C'était vers janvier 2003, si ma mémoire est correcte. Les Israéliens ont envoyé une délégation pour parler à l'administration Bush et demander pourquoi ils s'occupaient de l'Irak et non de l'Iran. L'administration Bush et les néoconservateurs, plus généralement, ont dit aux Israéliens de se détendre. Ils ont dit « Nous allons nous occuper de l'Irak et quand nous aurons fini avec l'Irak, nous nous occuperons de l'Iran ou de la Syrie. » Très bientôt, tous les pays de la région vont lever les mains parce qu'ils vont comprendre que nous avons la formule magique pour renverser les régimes et les remplacer par des démocraties libérales. Alors, ne vous inquiétez pas, nous arriverons à l'Iran en temps voulu, ou nous traiterons avec l'Iran en temps voulu. Nous pensions que la force militaire, couplée au fait que le monde se dirigeait vers des démocraties plus libérales, c'est l'argument de Fukuyama, nous permettait vraiment de nous déchaîner, ce que nous avons fait depuis le 11 septembre. Nous nous dirigions déjà dans cette direction dans les années 1990. La fin de la guerre froide et la fausse croyance que nous avions gagné en Afghanistan nous ont permis de penser que nous pouvions agir selon cette mentalité de croisée profondément enracinée aux États-Unis. C'est une erreur majeure, et une que l'histoire, quelque chose que je suppose que ces gens étudient très bien, aurait dû leur apprendre à éviter. Je veux dire, quelqu'un a dit un jour,
Personne n'aime les missionnaires armés. Nobody loves armed missionaries. Je pense que c'est intéressant, parce que souvent, lorsque les gens examinent la politique étrangère américaine, ils rejettent la rhétorique libérale comme simplement camouflant des intérêts de pouvoir très grossiers. Mais je pense que c'est assez authentique. Henry Kissinger a avancé cet argument lorsqu'il a écrit sur l'ordre mondial. Il a soutenu que le libéralisme n'est pas seulement une couverture pour la domination américaine. C'est aussi quelque chose de très profondément ancré aux États-Unis. Cette idée qu'ils doivent promouvoir ces idéaux s'applique maintenant aussi aux Européens. Mais beaucoup remonteraient encore plus loin, au-delà de la fin de la guerre froide. Woodrow Wilson est souvent reconnu comme celui qui a initialement transformé les États-Unis en un État croisé. Avant cela, l'idée était que, bien que les États-Unis représentaient le libéralisme, il s'agissait davantage d'être un grand exemple de la manière d'organiser une société correcte et pacifique, basée sur la non-intervention. C'est pendant la Première Guerre mondiale que Woodrow Wilson a vraiment déclaré « Nous devons rendre le monde sûr pour la démocratie. Ce sera la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. » C'est à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à se convertir d'un modèle à imiter en un rôle actif et offensif en tant qu'État croisé. C'est une bonne terminologie, mais je sais qu'elle est très contestée, parce que certaines personnes remonteront à 1888, avec la défaite des Espagnols et les États-Unis acquérant leurs colonies. Vous avez des gens comme Mark Twain qui disent que cela empoisonnera l'âme de l'Amérique. Je pense que c'était William James qui a écrit que l'Amérique a vomi son âme. Ce langage dramatique suggère que les Américains n'étaient pas censés être comme les Européens. Ils n'étaient pas censés s'engager dans la construction d'empires. C'est à ce moment-là qu'ils ont essentiellement commencé à se tourner, faisant de la destinée manifeste un projet colonial plus international. Mais je sais qu'il y a différentes opinions sur ce sujet. Mais vous savez, Glenn, étant donné ce que vous venez de dire, vous devriez vous rappeler ce que vous avez mentionné plus tôt dans la conversation. Il y a une tension significative au cœur du libéralisme. Une ligne de pensée met l'accent sur la tolérance, tandis qu'une autre met l'accent sur l'intolérance. C'est là que la mentalité de croisé est ancrée. Cependant, au cours de l'histoire américaine, la ligne de pensée libérale qui met l'accent sur la tolérance a également eu beaucoup d'influence. Donc on peut soutenir que les États-Unis sont un pays profondément libéral, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent être un État croisé. Et c'est pourquoi je pense que vous devez vous concentrer sur ce qui s'est passé pendant le moment unipolaire, car c'est vraiment à ce moment-là que les États-Unis sont devenus un État croisé d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Juste un point rapide sur Woodrow Wilson. Il ne fait aucun doute que Wilson parlait comme un croisé. Mais rappelez-vous, il n'a pas réussi à obtenir l'adhésion américaine à la Société des Nations. For Wilson, les États-Unis sont devenus un pays complètement isolationniste. Donc ce n'est pas que Wilson ait transformé les États-Unis en État croisé. Il a poussé dans cette direction pour la première fois, mais il a finalement échoué. Je pense que c'est absolument correct. Un État libéral n'a pas besoin d'être un État croisé. Un État libéral peut être une grande puissance sans être un État croisé. C'est une chose distincte. Je pense que les États-Unis aujourd'hui se comportent définitivement comme un État croisé et croient en grande partie qu'ils le sont. Mais arrivons-nous à la fin de cela? Arrivons-nous à un moment où même les élites aux États-Unis comprennent que cela a fait son temps? Que vous ne pouvez plus le soutenir parce que cela devient de plus en plus dangereux?
Ce n'est pas seulement dangereux, mais c'est aussi infructueux. It's not only dangerous, but it's unsuccessful, and that keeping up this process of trying to expand Et que le maintien de ce processus visant à étendre le libéralisme crée des dangers pour les États-Unis eux-mêmes et pour le monde en général. Cela conduit à des revers géopolitiques majeurs. Cela conduit également à la prise de risques croissants qui sont extrêmement imprudents, comme ceux que nous avons vus au cours des dernières semaines avec l'autorisation pour l'Ukraine de mener des frappes transfrontalières en Russie. Je pense qu'il n'y a aucun doute que les États-Unis sont en grande difficulté aujourd'hui. Ils sont en grande difficulté en Ukraine. C'est pourquoi ils prennent ces risques. Ils sont en grande difficulté à Gaza, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, et ils sont en grande difficulté sur le front intérieur. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que le libéralisme à l'intérieur des pays occidentaux est en réelle difficulté. Ce n'est pas seulement la politique étrangère libérale américaine ou les politiques étrangères libérales européennes. C'est aussi le fait que ces États libéraux sont en réelle difficulté. Donc je suis complètement d'accord avec cela. Mais sur le sujet de l'Ukraine, quels sont les calculs politiques des États-Unis en ce moment? Ici en Europe, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de vraiment concret. Ce sont surtout des réactions instinctives du type « Nous ne pouvons pas permettre aux Russes de gagner ». Mais nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblerait notre victoire. Du point de vue des États-Unis, comment interprétez-vous l'escalade actuelle? Essentiellement, ils envoient des armes à l'Ukraine pour utiliser des armes de l'OTAN avec des cibles et une surveillance de l'OTAN pour frapper en profondeur à l'intérieur du territoire russe. C'est, je suppose, aussi proche que possible d'une guerre directe. Alors, l'effort d'escalade est-il destiné à préparer le terrain pour des négociations? L'incertitude pour les Russes créerait-elle une incitation pour eux à rechercher la paix? Ou est-ce un effort pour affaiblir un peu plus les Russes avant que l'Ukraine ne s'effondre? Essaye-t-il de maintenir l'Ukraine en vie jusqu'aux élections? Ou y a-t-il des objectifs réels concernant la victoire sur la Russie? Si oui, à quoi ressemblerait exactement cette victoire? Mon sentiment est que l'établissement de la politique étrangère américaine, en particulier l'administration Biden, comprend parfaitement que nous et les Ukrainiens sommes en grande difficulté. Les Russes avancent et il semble qu'ils vont gagner la guerre. Exactement ce que cela signifie dans leur esprit est difficile à dire, mais il est très difficile à ce stade de raconter une histoire où l'Ukraine l'emporte. Nous sommes désespérés de trouver un moyen d'empêcher les Russes de gagner. Je pense, Glenn, que notre objectif principal à ce stade est simplement d'empêcher les Russes de gagner. Je ne pense pas que l'administration Biden ait un objectif ultime au-delà de cela. Ils ne semblent pas croire qu'ils peuvent contrecarrer les Russes et ensuite amener cela à la table des négociations pour obtenir un bon accord. Je ne pense pas qu'ils croient cela. Ils ne pensent pas pouvoir contrecarrer les Russes en 2024 et ensuite reprendre tout le territoire perdu en 2025 ou 2026. À ce stade, ils sont juste désespérés de contenir la marée. C'est le but. Et le problème auquel ils sont confrontés est qu'ils n'ont aucun moyen de le faire. Que vont-ils faire? Donner des attaques MS aux Ukrainiens et les laisser les utiliser pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Je suppose qu'ils peuvent le faire. Il n'est pas certain que cela fonctionne. Comme Alexandre le souligne tout le temps, les Russes sont assez habiles à trouver des parades à toutes ces mesures d'escalade que nous prenons. Que ce soit l'introduction de nouveaux chars, de HIMARS ou autres, les Russes finissent par les contrer. Et je pense qu'ils finiront par contrer les attaques MS.
counter it, and I think they'll end up countering the ATACMS. But even if they do, we then run the risk. Mais même s'ils ne le font pas, nous courons alors le risque d'une escalade, franchissant une ligne rouge russe. Si ces missiles ATACMS et Scalp commencent vraiment à avoir un effet, cela ne va-t-il pas conduire à une escalade? Et s'il semble qu'il va y avoir une escalade, ne allons-nous pas reculer? Probablement. C'est pourquoi nous avançons très prudemment. C'est vraiment une approche progressive. Nous ne faisons rien d'audacieux parce que nous avons peur de l'escalade. Cela nous empêche donc de vraiment escalader. Mais comme je l'ai dit il y a un instant, même si nous escaladons vraiment, cela ne fera aucune différence. Ce qu'il faut ici, ce sont des forces terrestres, des avions et des missiles capables d'abattre des avions russes, et ainsi de suite. Nous n'allons pas donner ce genre de matériel aux Ukrainiens. À mon avis, nous n'allons pas intervenir militairement. Donc je pense que nous sommes essentiellement condamnés. L'administration Biden ne veut évidemment pas accepter cela. Ils ne veulent pas conclure un accord maintenant, ce qu'ils devraient faire. Ils essayent juste de prolonger cela dans l'espoir qu'un miracle se produise et que la situation se stabilise sur le front. Et ensuite, qui sait où nous irons à partir de là. Mais je ne pense tout simplement pas qu'ils aient une idée très claire de ce qu'ils font. Je dois dire que c'est certainement l'impression que j'ai de Londres. Il est plutôt préoccupant que cela semble être une impression de quelqu'un plus proche du terrain aux États-Unis. Et je suis d'accord. Je ne vois aucun signe de stratégie. Je ne vois pas que l'administration ait une stratégie politique ou diplomatique pour sortir de cela. Est-ce que cela va changer? Il y a maintenant des personnes au Congrès qui se manifestent et disent que les choses pourraient être différentes. J.D. Vance, des gens comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient du tout influents, du moins pour le moment. Vous savez, peut-être qu'il y a des voix qui vont être écoutées. Y a-t-il une chance qu'une nouvelle administration, ou l'administration actuelle, si elle est réélue, change de cap? Je pose cette question parce qu'il me semble que ce qui est décrit, continuer et espérer que quelque chose se produise, n'est pas une politique. Le mycoberisme, comme nous l'appelons en Angleterre d'après un personnage de Dickens, n'est pas du tout une politique. C'est quelque chose qui va aggraver la situation, parce que rien ne va se produire. Eh bien, je pense, Alexander, que lorsque vous parlez de changer de cap, quelle est l'alternative? Négociations, discussions. Quelqu'un que je connais a discuté de l'armistice coréen, par exemple, et a fait des comparaisons avec la manière dont il a été négocié au début des années 50. On peut débattre des détails et trouver des défauts dans cette comparaison. Mais au moins une forme de négociation, établir une communication avec les Russes et comprendre leurs perspectives et leurs désirs est nécessaire. Peut-être que les Russes n'ont pas encore pleinement réfléchi à ce qu'ils veulent. Cependant, si un dialogue commence, alors peut-être que quelque chose de productif peut en sortir. D'accord, mais la question est, à quoi ressemble l'accord? Je pense qu'il n'y a aucun doute que nous voulons faciliter les négociations. Mais il faut se demander, quel est l'accord que nous pouvons raisonnablement obtenir ici, qui mettra fin à ce combat et laissera l'Ukraine dans un état relativement bon par rapport à aujourd'hui? Il me semble que vous devez prendre en compte le fait que les Russes ne nous font plus du tout confiance. Donc, nous et les Ukrainiens devons élaborer une sorte de stratégie pour convaincre les Russes que nous allons mettre fin à ce conflit une fois pour toutes. À mon avis, cela signifie rompre complètement les relations entre l'Ukraine et les États-Unis.
Les Russes doivent croire que vous allez obtenir une Ukraine véritablement neutre, une qui non seulement ne fait pas partie de l'OTAN, mais qui n'a également aucune relation étroite de quelque sorte que ce soit avec les États-Unis. Parce que si les États-Unis et l'Ukraine continuent d'avoir des relations étroites, même si nous disons que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, les Russes ne vont pas le croire. Ils seraient fous de le croire. Poutine a fait confiance aux Américains à plusieurs reprises et il a été trahi. Il ne va pas refaire cette erreur. Donc ce que je dis ici, c'est que même si vous empruntez la voie de la négociation, ce que je soutiens pleinement, vous devez réfléchir longuement et sérieusement à ce qu'est le but final. Le but final devra impliquer une rupture radicale des relations militaires entre l'Ukraine d'un côté et l'Occident, en particulier les États-Unis, de l'autre côté. Et je dirais que j'ai du mal à imaginer que nous acceptions cela. Nous sommes tellement profondément engagés envers l'Ukraine. Les États-Unis et l'Occident, de manière plus générale, sont tellement attachés à l'Ukraine. Il m'est difficile de nous voir rompre les liens entre l'Ukraine et l'Occident de la manière que je pense nécessaire pour obtenir un accord de paix significatif. Donc, le résultat final est du point de vue de Poutine qu'il va voir cela comme les Américains et l'Occident jouant avec lui. Cela l'incitera à continuer la guerre, à prendre plus de territoires ukrainiens et à s'assurer que l'Ukraine devienne un État croupion totalement dysfonctionnel. Je suis donc extrêmement pessimiste quant à la possibilité de sortir de ce colossal désordre dans lequel nous nous trouvons avec l'Ukraine. Je suis tout à fait d'accord sur la profonde méfiance de Poutine envers les États-Unis. Il en a d'ailleurs parlé, disant qu'il ne fait plus confiance aux États-Unis. On peut comprendre pourquoi il dit cela. Mais je voudrais juste faire une remarque, parce que nous parlions du libéralisme et de l'ordre libéral. C'est une colline très étrange sur laquelle mourir, qui est l'Ukraine, si vous parlez de l'ordre libéral, étant donné à quel point la société ukrainienne est profondément illibérale. Je veux dire, en mettant de côté le fait que Zelensky est toujours président, même s'il n'y a pas eu d'élection, ce dont on peut discuter. Je ne vais pas entrer dans la Constitution. Mais la manière dont l'Ukraine est gouvernée et sa culture politique, y compris une grande partie de sa culture politique populaire, est profondément illibérale. C'est une cause étrange à défendre et à s'engager avec une telle véhémence. Et bien sûr, il est également vrai, comme nous le voyons, que cet engagement envers l'Ukraine s'est avéré être un désastre stratégique pour les États-Unis. Cela n'a en rien renforcé les États-Unis de s'engager envers l'Ukraine comme ils l'ont fait. Ce n'est pas une question, juste un commentaire. Le problème, cependant, Alexander, comme tu le sais très bien, c'est que lorsque les États-Unis et les pays européens partent en guerre au nom de n'importe quel pays, ils dépeignent ce pays sous le jour le plus favorable, même si l'histoire qu'ils racontent ressemble peu à la réalité. Un exemple encore meilleur est le cas israélien. À mon avis, et à l'avis de beaucoup d'autres, Israël est un État d'apartheid. Pourtant, nous le décrivons comme une démocratie libérale qui partage nos valeurs. Il ne partage certainement pas mes valeurs en tant qu'État d'apartheid. Mais, étant donné qu'Israël est notre allié et que nous les soutenons à fond, nous n'avons guère d'autre choix que de les décrire comme un modèle de démocratie libérale. Et vous voyez la même chose se produire en Ukraine. Si les gens étaient honnêtes à propos de l'Ukraine, s'ils vous laissaient, Alexander, décrire dans les médias grand public ce qu'était vraiment l'Ukraine, cela saperait notre engagement envers l'Ukraine. Alors ils gardent des gens comme vous en arrière-plan, et ont ces spin doctors qui racontent une histoire embellie sur la façon dont l'Ukraine est l'une des principales démocraties libérales du monde.
Je trouve cela fascinant. Il y a une longue série d'articles écrits dès 2021 qui soulignaient que c'était une société très corrompue. La démocratie était effectivement vidée de sa substance. Beaucoup d'élections se déroulaient dans la rue. Les élites politiques étaient élues dans la rue, plutôt que par les urnes. Puis soudainement, après février 2022, elle s'est transformée en un phare de la démocratie. Quelque chose à laquelle nous devrions tous aspirer. Mais bien sûr, c'est du branding et du marketing politique. Je veux juste faire un commentaire rapide sur la question de la confiance qui est nécessaire dans tout accord de paix. Le problème va dans les deux sens. L'argument commun que l'on entend du côté ukrainien est que s'il y avait un accord de paix, qu'est-ce qui empêcherait les Russes d'attaquer plus tard? C'est en fait un bon point, parce que s'il y avait un accord de paix maintenant, il semble qu'il y ait beaucoup d'animosité au sein de la population ukrainienne envers la direction politique. L'économie ne pourrait probablement pas se maintenir très longtemps, à moins qu'il y ait une guerre qui incite l'Occident à injecter de plus en plus d'argent. Les nationalistes pourraient se retourner contre Zelensky. Il y a ceux qui sont très mécontents du fait qu'une grande partie de la gouvernance soit externalisée vers les nations occidentales. Si le personnel militaire est autorisé à voyager librement à nouveau, plus d'entre eux pourraient traverser la frontière, craignant que la paix avec la Russie ne s'effondre. Il existe de nombreuses façons dont l'économie pourrait s'effondrer, le système politique pourrait se fragmenter, ou le pays pourrait se désintégrer. C'est si un accord de paix était conclu. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui empêcherait la Russie de revenir? Mais je suis également d'accord que du côté russe, il serait insensé de faire confiance à l'Occident à ce stade, après ce qui s'est passé avec l'accord de Minsk. S'il y avait un cessez-le-feu à la coréenne, l'Occident a déjà dit que nous avons besoin d'au moins 2 ans pour accumuler suffisamment d'armes et de munitions pour soutenir l'Ukraine. Nous annonçons également que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. Donc, ce que nous communiquons effectivement aux Russes, c'est que tout comme avec l'accord de Minsk, nous avons juste besoin de temps pour réarmer les Ukrainiens. Ensuite, ils combattront la Russie, et en cas de victoire, ils seront autorisés à rejoindre l'OTAN. Cela ne ferait que recommencer tout le conflit. Donc, je ne vois pas non plus comment il sera possible pour l'Ukraine de rassurer la Russie. Même si nous excluons complètement l'expansion de l'OTAN, il reste le processus d'une adhésion de facto à l'OTAN, que nous avons vu entre 2014 et 2022. Il y avait des accords en place et la modernisation des ports ukrainiens pour accueillir les navires de guerre américains et britanniques. Ce n'était pas une situation de tout ou rien. L'Ukraine devenait déjà un État membre de facto. Donc je ne suis pas sûr de savoir comment vous pourriez obtenir un accord qui couperait effectivement les liens entre l'Amérique et l'Ukraine, et qui ferait également en sorte que l'Ukraine se sente en sécurité, en sachant que la Russie ne viendra pas pour elle lorsque toute la situation commencera à s'effondrer. Donc, j'aimerais voir de la diplomatie pour instaurer la confiance et la compréhension mutuelle. Mais il devient très difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler un véritable accord de paix. Eh bien, je pense, Glenn, que pour rassurer les Russes, il doit y avoir une rupture presque complète entre les États-Unis et l'Ukraine sur le plan de la sécurité. Sinon, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Le problème est que les Ukrainiens, pour des raisons compréhensibles, craignent les Russes. Les deux camps se détestent maintenant beaucoup plus qu'avant le début de la guerre. Il y a une énorme quantité d'animosité et de méfiance des deux côtés. De plus, l'armée russe est maintenant une force de combat assez redoutable. Elle ne l'était pas avant le début de la guerre en février 2022. Donc si vous êtes un Ukrainien regardant les Russes et que vous comprenez le niveau d'animosité entre les deux camps et à quel point les Russes sont devenus puissants,
Bien sûr, vous allez avoir peur. Ensuite, vous entendez des gens comme nous dire que l'Ukraine va devoir rompre presque complètement ses liens de sécurité avec l'Occident. Cela va vous laisser terriblement exposé. Mais la question que vous devez vous poser est, quelle est l'alternative? Si vous êtes l'Ukraine, vous choisissez parmi de mauvaises alternatives. Ce sont toutes de mauvaises alternatives. La question est, quelle est la moins mauvaise alternative? Et mon avis est que la moins mauvaise alternative aujourd'hui, le 4 juin 2024, est d'essayer de mettre fin à la guerre immédiatement. De cette façon, vous perdez à peine plus de territoire et plus aucun Ukrainien ne meurt. Vous trouvez une sorte de modus vivendi avec les Russes. Est-ce un excellent résultat? Bien sûr que non. Mais quelle est l'alternative? Continuer cette guerre, perdre plus de territoire, faire mourir beaucoup plus d'Ukrainiens et que cela continue indéfiniment. Je pense que c'est un résultat bien pire. Donc je suis en faveur de négocier maintenant. Mais encore une fois, je veux juste souligner que je pense que cela va nécessiter un changement radical dans la relation entre l'Occident et l'Ukraine si vous avez le moindre espoir de faire fonctionner cela à cause de la méfiance de Poutine envers l'Occident. Juste une chose très brève sur ce manque de confiance. J'ai oublié un élément important, et c'est la confiance en l'Occident maintenant aussi. Je suis très convaincu qu'une fois cette guerre terminée, oui, les Ukrainiens détesteront probablement les Russes pendant des décennies. Mais je ne pense pas qu'ils se souviendront nécessairement de nous comme des amis fiables non plus. Il y a cette tendance que chaque fois que nous cherchons à aider les Ukrainiens, cela se termine toujours horriblement pour eux. Cela va de les pousser à entrer dans l'OTAN, même quand seule une petite minorité le voulait, à renverser leur gouvernement pendant le Maïdan. Et plus récemment, nous parlons maintenant de la manière d'aider l'Ukraine. Que disons-nous réellement? Nous poussons les Ukrainiens à abaisser l'âge de la conscription pour enrôler des jeunes de 18 ans dans l'armée, afin de pouvoir extraire un peu plus de sang. Nous suggérons également de déporter certains des réfugiés ukrainiens en Europe. Ces personnes ont fui la guerre. Si nous leur retirons tous leurs avantages sociaux et les pressons de retourner en Ukraine, alors nous pourrons avoir plus de soldats pour les tranchées. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y aura une certaine réévaluation de la mesure dans laquelle nous les aidons ou les utilisons réellement. L'ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, a fait l'analogie que l'Occident, en particulier l'Amérique, a réussi à faire ce qu'il ne pouvait pas faire pendant la guerre froide. Faire en sorte que les Russes et les Chinois se battent entre eux comme des singes avec des couteaux. C'était son analogie, pas la mienne. Et je pense qu'une fois la guerre terminée, ou même maintenant, il y a de plus en plus de mécontentement. Nous ne sommes pas nécessairement vus comme de grands alliés. Je pense que lorsque la guerre sera terminée, ou peut-être même avant qu'elle ne se termine, les Ukrainiens réaliseront pleinement à quel point les États-Unis les ont menés en bateau. Mais je noterai également, Glenn et Alexander, que les Ukrainiens ont leur propre volonté ici. Zelensky a son propre pouvoir de décision. Zelensky n'était pas obligé de s'éloigner des négociations d'Istanbul. Il a écouté les Américains. Je pense qu'il ne fait aucun doute que les Américains et les Britanniques ont exercé une grande pression sur lui. Je suis sûr que l'élément fasciste à l'intérieur de l'Ukraine a également exercé une grande pression sur lui pour qu'il s'éloigne, parce qu'ils étaient eux aussi convaincus qu'ils pouvaient battre les Russes. Mais Zelensky avait son propre pouvoir de décision. Et il s'est éloigné. Il va en payer le prix fort. Mais cela n'enlève rien à votre point, Glenn, que nous les avons menés en bateau. Non seulement Zelensky, mais il est important de dire que le désir de se détacher de la Russie et de résister à la Russie
était une sorte de croyance romantique en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens croyaient que c'était leur cause de le faire. Je crains que ce sentiment n'ait été très répandu au sein de la société ukrainienne. En tant que personne venant des Balkans et familière avec le nationalisme romantique et ses conséquences désastreuses, je ne trouve pas ça difficile à comprendre ou surprenant, mais il y en a eu beaucoup en Ukraine. Pour revenir au point que vous souleviez tous les deux, il y avait un article très intéressant dans The Guardian il y a peu de temps par Timothy Garton Ash. Je suis sûr que vous savez qui il est, un fervent partisan de l'Ukraine dans cette guerre. Quelqu'un qui veut vraiment que l'Ukraine soit dans l'OTAN et l'UKIL. Quelqu'un qui a toujours voulu vaincre la Russie en Ukraine. Il vient de revenir d'Ukraine et a parlé de la lassitude de la guerre et du désenchantement. Il a dit, pour revenir à ce que tu disais, John, que la moitié de la population, selon certaines estimations, souffre de diverses formes de SSPT, ce qui est terrifiant et absolument choquant. Encore une fois, le point que Glenn soulevait, et que tu as également soulevé, John, est qu'il y a maintenant de la colère envers l'Occident. Les gens en Ukraine sentent qu'ils n'ont pas été soutenus de la manière qu'ils attendaient. Et il y a aussi un sentiment croissant de colère là-bas. Quoi qu'il en soit, juste ces points, mais un point supplémentaire. Dans quelle mesure les gens aux États-Unis comprennent-ils l'ampleur du fiasco que ce conflit, le conflit en Ukraine, s'avère être pour les États-Unis? Nous voyons maintenant les Russes et les Chinois se rapprocher, devenir de proches amis, alors qu'il y a 10 ans, ils gardaient leur distance l'un de l'autre. Du moins, les Russes le faisaient. Nous voyons les Russes constituer de puissantes forces armées à une échelle qu'ils n'ont jamais eue à aucun moment depuis la fin de la guerre froide. Et ils sont bien plus expérimentés qu'ils ne l'étaient à l'époque. Nous voyons une nouvelle classe politique émerger en Russie, qui est formée à penser en termes d'hostilité envers les États-Unis. Nous voyons l'effondrement de l'influence occidentale en Russie elle-même. Et nous commençons à voir des préoccupations parmi les gens en Europe de l'Est concernant le fait que peut-être leur attente que rejoindre l'UNOMERME et l'OTAN sécuriserait d'une manière ou d'une autre leur avenir n'était finalement pas une si sage décision. Les gens au sein du gouvernement américain, dans la direction politique, au Congrès, comprennent-ils à quel point cette défaite pourrait potentiellement être grave? Mon point de vue est que la réponse est non. La raison en est que les États-Unis sont la grande puissance la plus sécurisée de l'histoire du monde. Lorsque les États-Unis créent des désastres dans le monde, ce sont généralement d'autres personnes qui souffrent, pas les États-Unis. Si vous regardez les conséquences de l'imposition de sanctions à la Russie, ce ne sont pas les États-Unis qui ont souffert. En fait, on pourrait dire que les États-Unis ont quelque peu bénéficié des sanctions. Ce sont les Européens qui ont été gravement touchés. Quand on pense à toutes les personnes qui sont mortes pendant le moment unipolaire à cause des guerres éternelles, il s'agissait d'un petit nombre d'Américains, et ces personnes avaient volontairement choisi de servir dans l'armée. Mais un grand nombre de personnes au Moyen-Orient élargi sont mortes. C'est assez remarquable combien de personnes au Moyen-Orient élargi sont mortes pendant les guerres sans fin. Pensez à la destruction de l'Irak et de la Libye. C'est vraiment stupéfiant. Mais les effets sur les États-Unis étaient minimes. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, les États-Unis sont un pays incroyablement riche. Ils peuvent facilement se permettre de continuer la guerre d'un point de vue financier. Aucun Américain ne meurt. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc les coûts pour nous ne sont pas si élevés. Furthermore, when you think about where the world is headed,
De plus, quand on pense à la direction que prend le monde et qu'on regarde les données démographiques, les États-Unis sont dans une très bonne position par rapport à des pays comme la Chine et la Russie et la plupart des autres pays du monde. Grâce à l'immigration, les États-Unis vont continuer à croître en population, tandis que des pays comme la Russie et la Chine vont diminuer. Lorsque l'on combine nos projections démographiques avec le fait que les États-Unis sont un pays incroyablement riche, on peut dire que l'avenir semble assez prometteur pour les États-Unis. Le sentiment qu'il y a un coût significatif à payer pour ces désastres n'est pas présent dans la mentalité de l'establishment de la politique étrangère américaine. Ils ne pensent tout simplement pas en ces termes. S'ils échouent, tant pis. Allons le faire correctement la prochaine fois. C'est pas tout à fait le désastre ici aux États-Unis que c'est en Ukraine ou en Irak. Mais je pense que c'est différent, cependant, car au cours des 30 dernières années, nous avons ciblé des pays mineurs. Par exemple, saisir des fonds des Vénézuéliens ou des Afghans est une chose. Mais maintenant, nous voyons les Chinois, les Russes et les Indiens, tous les pays des BRICS, promouvoir l'idée de réduire la dépendance non seulement aux technologies américaines, mais aussi occidentales, au système bancaire, à la monnaie et aux corridors de transport. Ils créent effectivement une chaîne de valeur parallèle. Donc, je pense que cela pourrait avoir un impact énorme. Mais ce que vous avez dit m'a aussi fait un peu penser à l'Europe. Alexander et moi avons parlé au colonel Wilkerson aux États-Unis, et il a prédit que l'OTAN, malgré les prévisions actuelles selon lesquelles elle sera plus forte que jamais en raison de la menace perçue partagée de la Russie, pourrait en fait commencer à se fragmenter. Un des arguments qu'il a avancé était qu'après cette guerre, les Européens pourraient sentir, comme vous l'avez suggéré, qu'ils étaient ceux qui ont supporté tous les coups. Pour l'Europe, c'est un peu inhabituel parce que nous avons toujours pensé que nous étions assis à la même table que les Américains. Nous étions le sujet. Le reste du monde était l'objet. Mais je pense que nous pourrions maintenant avoir l'impression que nous étions aussi des pièces sur un échiquier, déplacées. Après cela, en particulier l'attaque de Nord Stream et ses sanctions, qui ont été assez dévastatrices, non seulement contre les Russes, mais aussi en se découplant des Chinois, cela affaiblit notre force économique. En plus de cela, les États-Unis, en particulier en Allemagne, ont offert différentes subventions. Ainsi, lorsque les industries lourdes allemandes n'ont plus accès à l'énergie bon marché de la Russie, elles ne sont plus compétitives. Et puis, ils sont attirés, si vous voulez, ou offerts des subventions des États-Unis. Le bon sens veut que pour survivre, vous traversiez l'Atlantique. Mais à un moment donné, une fois la guerre terminée et la mentalité de groupe et la solidarité indiscutable s'estompant un peu, je me demande s'il y aura plus d'opposition. Je regarde même les déclarations venant d'Italie maintenant. Lorsque Stoltenberg appelle effectivement à frapper la Russie avec des armes de l'OTAN, les Italiens commencent à ressembler davantage aux Hongrois, qui disent explicitement « Nous ne voulons pas en faire partie. Nous avons rejoint une OTAN qui était pour l'autodéfense, pas une qui va faire la guerre contre la Russie. » Je me demande si nous avons surestimé cette main et si l'unité était effectivement conditionnée à la défaite de la Russie, avec l'attente de la victoire et le partage des dépouilles. Mais maintenant, il semble qu'en cas de perte, les Européens porteront une très grande partie du coup, et il pourrait y avoir des frictions entre les Américains et les Européens par la suite. Du moins, c'était la direction que prenait le colonel Wilkerson. J'étais juste curieux de savoir comment vous voyez cela. Comment prévoyez-vous l'avenir du partenariat euro-atlantique après la fin de cette guerre? Je vais vous dire ce que je pense être le contre-argument, et ensuite vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
Je pense que le contre-argument est que l'Europe dépend des États-Unis pour sa sécurité. L'Europe veut le parapluie de sécurité américain au-dessus de sa tête. Elle est désespérée de maintenir l'OTAN. C'est pourquoi les Européens font à peu près tout ce que les Américains leur demandent. À l'avenir, même s'il y a eu tous ces problèmes et qu'il y aura probablement plus de friction à l'avenir, à la fin, cela n'aura pas d'importance. Les Européens sont extrêmement préoccupés par le maintien du parapluie de sécurité américain au-dessus de leur tête. Par conséquent, ils feront tout pour apaiser les Américains. Je pense que c'est le contre-argument. Qu'en pensez-vous? Non, je tends à être d'accord avec cela d'ailleurs. C'est certainement le point de vue en Europe. Les Britanniques sont terrifiés à l'idée que les Américains puissent partir. Le but principal de l'OTAN était de garder les Américains impliqués. Je ne sais pas pour les autres pays européens. Peut-être que la France a une culture différente, mais je pense que c'est la même chose pour l'Allemagne. Les Allemands peuvent résister de temps en temps, mais ils ne veulent pas que les Américains partent. Pour la classe politique allemande, comme pour les Britanniques, ce serait un cauchemar stratégique absolu. Ils ne veulent certainement pas se retrouver seuls face aux Russes. Mais nous prêter un avec les autres par eux-mêmes. Ou traiter les uns avec les autres par eux-mêmes. Absolument. Récemment, Lloyd Austin a fait valoir que oui, nous avons peut-être effectivement semblé, je pensais à vous quand je l'ai entendu parler, parce qu'il faisait valoir que, bien que nous soyons embourbés en Europe et au Moyen-Orient en ce moment, nous ne devrions pas perdre de vue notre principale priorité, qui devrait être l'Asie. C'est là que nous devons aller. Et j'ai pensé, oh, cela ressemble beaucoup à ce que John Mearsheimer dit depuis des années. Mais la raison pour laquelle je suis plus pessimiste quant à la future relation entre l'Europe et les États-Unis est que nous avons toujours tenté de renégocier cette relation. Les États-Unis fournissent la sécurité et en retour, ils obtiennent une influence politique en Europe. Donc, vous prenez soin de nous et nous faisons ce qu'on nous dit. Cependant, avec le temps, on voit les Européens essayer de résister un peu. Ils veulent avoir une certaine autonomie stratégique, ou ce qu'ils appellent l'indépendance européenne. Les Américains suggèrent que l'Europe devrait assumer une plus grande part du fardeau de la sécurité, payer ses propres factures et ne pas profiter gratuitement. Donc, ils essayent toujours de renégocier un peu. En ce moment, je pense qu'après cela, les Européens seront gravement affaiblis et peut-être encore plus dépendants des États-Unis, surtout économiquement. Cette dépendance économique, ainsi que la dépendance en matière de sécurité, pourrait se traduire par une plus grande loyauté politique. Plus important encore, les États-Unis auront moins d'intérêt pour l'Europe, car la signification de l'Europe dans le monde diminuera probablement. Je pense que nous serons l'un des grands perdants de cette guerre que nous avons poursuivie en Ukraine. Alors que les États-Unis décident de se concentrer sur l'Asie, où se trouve le principal rival, les ressources et les priorités que l'Europe peut obtenir des États-Unis seront très limitées. Ainsi, une grande partie de la base de la relation semble s'affaiblir. Très intéressant. Glenn, je veux revenir sur un point que tu as soulevé et dire quelques mots à ce sujet. Tu as souligné, lorsque j'ai dit que les États-Unis n'avaient pas payé un coût significatif pour toutes leurs mésaventures pendant le moment unipolaire et ces derniers temps. Tu as répondu que le monde est différent maintenant parce que nous avons deux autres grandes puissances, la Chine et la Russie. Tu as mentionné que les États-Unis pouvaient se permettre ces politiques mal avisées pendant le moment unipolaire, mais que nous sommes dans un monde différent maintenant. Je pense que cela n'a vraiment pas d'importance pour la plupart des Américains, parce qu'ils ne croient pas que même avec la Chine et la Russie comme grandes puissances rivales, les États-Unis vont payer un prix significatif.
the United States is going to pay a significant price. They just don't see that. And this gets back to a point that Alexander... Ils ne le voient tout simplement pas. Cela revient à un point qu'Alexandre aime souligner, auquel je pense souvent. Il a dit une fois dans cette émission, et je crois qu'il l'a dit à plusieurs autres reprises, que ce dont nous avons besoin, et il ne l'a pas dit avec enthousiasme, c'est d'une catastrophe, une sorte de grande explosion pour faire comprendre que nous ne jouons pas aux dames ici. C'est vraiment une affaire sérieuse. Si vous faites une erreur lorsque des grandes puissances sont impliquées, des choses terribles peuvent arriver. En regardant la crise ou la guerre en Ukraine se dérouler, vous avez l'impression que les Américains continuent de penser qu'ils peuvent s'en tirer avec une escalade sans vraiment en payer le prix. Et on a le sentiment que cela pourrait nous exploser au visage à un moment donné de manière vraiment terrible. Les armes nucléaires, par exemple, pourraient être utilisées. Si cela devait se produire, disons que des armes nucléaires étaient utilisées parce que les Russes se sentaient acculés et devaient en utiliser une. Je ne dis pas que cela va arriver, mais si quelque chose de cette ampleur se produisait, cela concentrerait l'esprit des Américains comme rien d'autre. Jusqu'à ce que nous ayons une catastrophe majeure, ou pour le dire autrement, jusqu'à ce que nous ayons un événement catastrophique qui endommage ou menace réellement les États-Unis. Je pense que nous allons continuer à agir comme si nos politiques, dans des endroits comme l'Ukraine et le Moyen-Orient, n'avaient pas de conséquences sérieuses pour nous. Non, juste très brièvement, je pense que c'est tout l'intérêt de l'incrémentalisme. Comme John l'a mentionné plus tôt, si vous faites de grands pas, imaginez qu'après l'invasion des Russes, l'Amérique commence à envoyer des armes pour frapper les villes russes. Cela aurait conduit à une guerre nucléaire. Je pense que c'est pourquoi les États poursuivent généralement l'incrémentalisme, pour tester les eaux lentement. Donc, vous savez, maintenant, nous allons envoyer des missiles, mais seulement pour frapper des bases militaires dans la région de Kharkiv. Ensuite, nous allons dire, eh bien, vous pouvez aller un peu plus loin, viser les centres logistiques. Et avant que vous ne le sachiez, nous allons donner le feu vert pour des attaques sur Saint-Pétersbourg ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est ce que vous avez vu au cours des 2 dernières années et demie. Je suis d'accord avec cet incrémentalisme. Le danger de l'incrémentalisme, évidemment, est que les gens ne remarquent pas que la grenouille commence à bouillir. Et je pense que c'est ainsi que chaque fois que cela explose, ça peut venir comme une surprise. C'est aussi pourquoi je continue d'avertir les gens de ne pas rejeter la Russie. Oui, ils ont des lignes rouges, mais ils ne réagissent pas immédiatement. Nous pouvons marcher sur eux, parce que nous l'avons déjà dit. Mais en 2014, si vous lisez le discours de Poutine sur la Crimée, il a dit « Écoutez, vous nous repoussez depuis plus de 20 ans maintenant. Nous n'avons plus d'endroit où reculer. Vous avez franchi une ligne rouge. » Et ensuite, ils ont réagi fortement à ce que nous pensions être une petite question. Donc, nous appelons cela non provoqué. Mais ce sont des choses qui se sont accumulées. En 2022, également, ils ont vu 8 ans d'escalade de l'Occident, d'annulation ou de sabotage des accords de paix et de construction lente de cette énorme force militaire en Ukraine. À un moment donné, ils ont dit « c'est tout ». Et ensuite, ils ont réagi plus durement avec une invasion. C'est pourquoi je suis très préoccupé par cet incrémentalisme maintenant aussi. Je pense que nous marchons vers un désastre parce que ce ne sont pas seulement quelques missiles lancés vers les villes russes. À un moment donné, ils diront « c'est tout. Maintenant, voici une réponse. » Et ce ne sera pas une petite riposte. Ils réagiront très fortement, comme ils l'ont fait dans des cas précédents. Personne ne devrait espérer cette grande occurrence horrifique, mais je pense que nous nous dirigeons très rapidement vers cela. Et oui, avec le système d'alliance, je pensais bien,
sur la question de ce dont vous avez parlé auparavant, l'idée que les États-Unis ne verraient pas nécessairement une grande préoccupation dans la diversification de leur économie par les Chinois et les Russes. Peut-être. Mais je pense que c'est beaucoup plus large. Cela représente un changement plus large dans le système international. Si vous voyez pourquoi des pays comme l'Inde, la Turquie et l'Arabie saoudite, amis des États-Unis et de l'Europe, ne se joignent pas à cette campagne contre la Russie, ce n'est pas parce qu'ils veulent rejoindre un bloc russo-chinois contre l'Occident. Ils ne le veulent pas. Ils voient cela non pas comme le retour d'une guerre froide entre deux blocs, mais comme un système multipolaire. Donc, si vous regardez les Saoudiens ou les Turcs, ils voient cela comme une opportunité pour les pays petits ou moyens de jouer le rôle d'un pôle de pouvoir indépendant s'ils peuvent diversifier suffisamment leurs connexions économiques. C'est pourquoi, lorsque les Russes et les Chinois sont à l'avant-garde de cette rupture avec un système économique international unipolaire, cela crée une opportunité pour d'autres pays, non pas de s'allier contre l'Occident, mais de s'établir de manière plus indépendante. Si vous voulez être indépendant, comme les Européens vont bientôt commencer à le remarquer, vous devez diversifier vos économies. Vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est pourquoi je pense que c'est assez différent de ce que nous avons vu dans le passé, étant donné que nous remettons maintenant en question certains des centres clés du pouvoir économique, militaire et politique. Je suis d'accord d'ailleurs sur le danger de l'incrémentalisme. L'incrémentalisme peut mener à la complaisance. Le fait que quelqu'un ne réagisse pas parce qu'il fait preuve de retenue ou essaie de le faire conduit finalement à un point de rupture lorsqu'il dit « Assez, nous ne pouvons pas continuer à laisser cela se produire ». La difficulté est qu'à chaque escalade, il y a toujours une pression pour escalader davantage. On a l'impression que les États-Unis ne croient pas vraiment que la Russie ait des lignes rouges. En fait, je suis absolument sûr qu'ils en ont. Nous avons vu dans le passé, tout comme le dit Glenn Dizen, qu'ils finissent par faire respecter leurs lignes rouges. C'est pourquoi nous avons un conflit en Ukraine maintenant. Mais trop de gens à Washington ne semblent pas comprendre cela. Je ne veux absolument pas voir une catastrophe se produire, mais je pense que c'est vrai. Nature point trend tout le temps. Je pense, juste rapidement sur les lignes rouges, que les Russes ont fait du bon travail pour contrer nos mesures d'escalade. Ils ont été prêts à oublier les lignes rouges. Si nous avions introduit des armes en Ukraine qui avaient vraiment changé l'équilibre contre les Russes de manière significative, ils auraient considéré cela comme une ligne rouge. Mais avec les attaques MS, la question intéressante est de savoir si les Russes peuvent les contrer, même s'ils commencent à les utiliser pour des frappes en profondeur. Is whether or not the Russians can counter them. If the Russians can knock down most of those attacks, si les Russes peuvent abattre la plupart de ces attaques MS et qu'ils ne causent pas beaucoup de dégâts, les Russes ne les considéreront pas comme une ligne rouge, surtout s'ils gagnent sur le champ de bataille. Les Russes ne veulent pas interférer avec ce qui se passe en première ligne parce qu'ils y réussissent très bien et veulent simplement continuer. Donc, je pense que la question clé ici est de savoir si nous commençons à permettre aux Ukrainiens de mener des frappes en profondeur en Russie avec les attaques MS et d'autres missiles divers que l'Ukraine possède et quelles en sont les conséquences. Je veux dire, le colonel Davis a fait un point tout à fait valable en disant que l'Ukraine a absorbé des milliers de missiles russes et tient toujours debout. Est-il réaliste de supposer une ou deux douzaines ou une centaine d'attaques MS qui ont une portée beaucoup plus courte et sont moins puissants, lancées contre la Russie, vont vraiment changer l'équilibre sur les fronts de bataille, surtout étant donné que les Russes gagnent la guerre? Sûrement.
en un sens. Ils ne veulent pas se priver de la victoire en escaladant au point de provoquer un désastre pour eux-mêmes. Je pense que c'est un point valable. Mais, bien sûr, il y a aussi de l'émotion et de la colère. Si des missiles sont lancés contre Saint-Pétersbourg ou quelque chose comme ça, je ne vois pas comment politiquement les Russes peuvent s'abstenir de répondre. Certaines des rhétoriques venant d'Ukraine me font me demander si c'est le genre de choses que certaines personnes à Kiev aimeraient bien faire. Très rapidement, je pense qu'il est très clair que les Ukrainiens aimeraient nous entraîner dans la guerre. Ils ont un intérêt profond à faire réagir les Russes de manière à augmenter la probabilité que l'oncle Sam entre en guerre, car ils croient que cela sauvera la situation. Désolé, Glenn. Non. Non. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que beaucoup de raisons tournent autour de la question de savoir si nous devrions espérer que ces armes fonctionnent, ou si l'OTAN devrait l'espérer. Si cela changeait vraiment la donne, c'est à ce moment-là que les représailles viendraient réellement. C'est à ce moment-là que la Russie se sentirait obligée de dissuader. C'est aussi ce que j'entends chaque fois que je vais en Russie. Si quelqu'un, lors d'une conférence ou d'une discussion, dit « Pourquoi ne devons-nous pas riposter pour rétablir notre dissuasion ?» Et puis, vous savez, ils ne craignent même plus nos armes nucléaires. Il est temps de riposter. C'est toujours le même argument qui revient, où ils disent « Eh bien, vous savez, le bateau arrive maintenant à quai. Nous débarquons celui-ci. Pourquoi commencer à créer des vagues maintenant ?» De plus, si notre riposte devait provoquer une guerre plus large avec l'OTAN, il vaut mieux en finir d'abord avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine joue le rôle de proxy de l'Occident ou de la ligne de front occidentale. Donc, il vaut mieux attendre. Mais la question est, si nos escalades fonctionnaient réellement et commençaient à faire gravement mal aux Russes, alors il y aurait moins de priorité à simplement laisser faire, parce que nous gagnons de toute façon. Je pense qu'alors, vous verriez une réponse très féroce. Et très rapidement, nous pourrions entrer dans une guerre de grande puissance, voire même une guerre nucléaire. Mais comme vous l'avez dit plus tôt, l'agence de l'Ukraine n'a pas été ignorée. Nos calculs montrent que nous avons ce lent incrémentalisme, et les Russes calculent toujours. Nous pouvons les croire un peu plus, mais ils calculent que cela ne vaut pas la peine de riposter, parce qu'ils gagnent de toute façon. Pour les Ukrainiens, cependant, ils ont un objectif ou une incitation à faire quelque chose de téméraire avec ces armes. Cela rendrait impossible pour la Russie de ne pas riposter contre les propriétaires des armes, qui seront bien sûr l'Occident. Je veux faire une déclaration et obtenir une réponse de votre part pour voir ce que vous en pensez. Je ne crois pas que l'Ukraine, utilisant ses missiles et frappant en profondeur en Russie, puisse nuire à la Russie de manière significative. Il n'y a tout simplement rien qu'ils puissent faire militairement avec ces attaques MS, missiles Taurus, Scalps, vous les nommez. Ils ne peuvent tout simplement pas faire beaucoup de dégâts. Nous savons, en regardant les campagnes de bombardement stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elles ont fait remarquablement peu de dégâts en termes de pousser les populations à se soulever contre le gouvernement et à mettre fin à la guerre. Les bombardements stratégiques du Japon et de l'Allemagne contre les villes et les populations n'ont pas retourné la population contre la guerre. Au contraire, cela a renforcé l'engagement de la population à gagner la guerre. En ce qui concerne les conséquences militaires, l'idée que ces attaques MS vont affecter l'équilibre des forces sur le champ de bataille ou l'issue de la guerre n'est, je pense, pas un argument sérieux. Êtes-vous d'accord avec cela?
is, I think, not a serious argument. Do you guys agree with that? Absolutely. Can I just say, I mean, this is Absolument. Puis-je simplement dire que c'est l'une des choses qui rend cette situation si absurde, à mon avis si ridicule. Nous parlons d'une escalade qui ne va rien accomplir. Si cela se produit, nous allons lancer des missiles sur la Russie, le plus grand pays du monde, avec une énorme base industrielle. Les ATACMS ont une portée de 300 km et les Russes sont capables d'en abattre beaucoup. Ce sera une piqûre d'épingle. Le problème est, et c'est là que danger entame. Donc, si la Russie était un acteur complètement logique et rationnel, et si Poutine avait le genre de contrôle de fer que les gens imaginent, alors il est tout à fait plausible qu'ils absorberaient ce coup et diraient « Regardez, cela ne change rien. Continuons simplement. Avançons. Continuons vers l'ouest. Tôt ou tard, nous allons gagner. » Et tout cela n'a vraiment pas d'importance. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça. La Russie a sa propre opinion publique et ses propres extrémistes. Poutine a ses propres critiques. Ils disent « La raison pour laquelle nous sommes dans cette guerre, c'est parce que tu as fait confiance à l'Occident, comme tu l'admets toi-même pendant trop longtemps. Tu montres de la faiblesse. » Vous permettez à nos villes russes d'être attaquées, tout en vous présentant comme quelqu'un qui protège les Russes et les lieux russes. Si Poutine veut vraiment être dur, je pense qu'il peut faire face à ce genre de pression. Mais cela devient plus difficile. Comme je l'ai dit, il y a l'opinion publique russe. Chaque dirigeant russe doit en tenir compte. Donc, je pense qu'il serait risqué de supposer que, aussi inefficaces que soient ces armes, vous pouvez toujours les lancer sur des cibles russes à l'intérieur de la Russie, avec l'aide de techniciens occidentaux, et supposer qu'il ne se passera rien. C'est ma réponse. Oui. Eh bien, je pense que cela dépend des cibles. Lorsque les Ukrainiens utilisent, par exemple, des armes à sous-munitions américaines contre des populations civiles à Belgorod, cela, comme le dirait John, ne fait que renforcer la détermination de la population. Plus de gens se portent volontaires dans ces centres de recrutement et deviennent plus convaincus que cette guerre est juste. Toutes les accusations portées contre l'Occident au fil des ans semblent être légitimées ou prouvées. Mais s'il y a une frappe contre une centrale nucléaire ou une grande ville comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, la pression politique peut augmenter considérablement. Je me souviens avoir écrit un article, je pense que c'était en 2015 ou 2016, pour un groupe de réflexion australien. Le titre était « Pourquoi Poutine est la dernière alternative pro-occidentale » ou quelque chose dans ce genre. Mais de toute façon, l'idée principale était exactement d'où vient l'opposition. Parce qu'à l'époque aussi, on entendait des voix plus fortes de l'armée disant « Écoutez, votre décision d'essayer de faire la paix avec l'OTAN ne fait que les enhardir. Ils commencent à renforcer de plus en plus leurs forces militaires. Ils s'impliquent davantage en Ukraine. Que faisons-nous? Nous devrions faire le contraire. Nous devrions nettoyer maintenant et en finir avec ça. Sinon, nous allons avoir de gros problèmes à l'avenir. » Donc, il y a évidemment beaucoup de gens qui blâmeront Poutine pour sa faiblesse. Je sais qu'en Occident, cela semble absurde parce que nous pensons qu'il est bien sûr la réincarnation d'Hitler et qu'il est le pire de tous. Mais je pense que les gens oublient que c'est un homme qui, depuis qu'il a pris le pouvoir, a vraiment essayé de trouver une nouvelle plateforme pour poursuivre ses objectifs. Après l'effondrement de la plateforme de Boris Eltsine, visant à rejoindre l'Europe, il cherchait vraiment un nouveau moyen de créer cette grande Europe. Je le définirais comme étant pro-occidental dans cette mesure, essayant de trouver un moyen de travailler avec l'Europe. Cette politique a duré si longtemps. Donc l'idée qu'il est vraiment l'alternative anti-occidentale en Russie est une énorme erreur de calcul.
Si nous continuons à essayer de l'humilier ou de frapper un citoyen russe, la principale opposition viendra de quelqu'un qui est farouchement plus anti-occidental que Poutine. Poutine est souvent critiqué en Russie pour ne pas être assez belliciste, pour être trop pro-occidental, trop indulgent, trop prévisible et pas assez dur. Donc, je pense que nous devrions faire attention aux forces politiques que nous poussons en avant en Russie avec ce genre de provocation. J'ai une question pour vous deux. Nous convenons que ces frappes de missiles, même si nous en augmentons la portée, n'auront pratiquement aucune conséquence militaire. Nous convenons également que les Russes sont la force dominante sur le champ de bataille, comme un rouleau compresseur avançant. De plus, nous convenons qu'il y a une chance raisonnable que l'armée ukrainienne se désintègre à un moment donné dans un avenir pas trop lointain. Nous ne disons pas que cela arrivera, mais nous pensons que c'est une réelle possibilité. Ma question pour vous deux est la suivante. Que fait l'Occident alors? Que se passe-t-il lorsque les Ukrainiens commencent à s'effondrer? Que allons-nous faire? Mon propre avis est qu'ils se rapprocheront encore plus des États-Unis. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils appelleront, supplieront et imploreront les États-Unis d'envoyer plus de troupes, de fournitures et d'armes, s'impliquant encore plus profondément dans les affaires européennes qu'ils ne le sont déjà. Il y a environ une semaine, il y avait un article dans le Financial Times par Elbridge Colby. Vous le connaissez peut-être. Il semble être une personne assez bien connectée aux États-Unis. Il a dit dans le Financial Times que les États-Unis doivent réduire leurs engagements en Europe parce qu'ils ont un défi majeur en Asie, en particulier la Chine. Ils ne peuvent pas continuer à s'engager autant en Europe parce que les ressources sont limitées. Parfaitement sensé, et que les Européens doivent s'occuper de leur propre défense. Il était en fait très intéressant de voir la réaction de divers Européens à cela. Ils étaient en panique absolue. L'idée que les Américains pourraient partir les a presque rendus fous d'inquiétude. Donc je pense que c'est ce qu'ils feront. Il y aura toutes sortes de conférences précipitées. Il y aura des discours courageux sur l'augmentation de la production d'armes en Europe. Il y aura des discussions sur la réintroduction de la conscription qui a été proposée puis abandonnée en Allemagne. Il y aura des discussions similaires en Grande-Bretagne que personne ne prend au sérieux. En fin de compte, la seule chose qu'ils peuvent faire est de demander aux États-Unis de s'impliquer encore plus profondément en Europe qu'ils ne le sont déjà. Si cela n'arrive pas, ils croiseront les doigts et espéreront que les Russes ne viendront pas après eux. La seule chose qu'ils ne sont pas capables de faire pour le moment est ce qu'une génération précédente de dirigeants européens, comme de Gaulle, Brandt et Schmitt, a fait autrefois, établir un dialogue avec les Russes. Je pense que nous sommes à des décennies de ce point. Mais que penses-tu, Alexandre, que nous ferons, c'est-à-dire l'Occident, en Ukraine? Je n'avais pas pensé à la ligne d'argumentation que tu viens de présenter, que je trouve très perspicace. Mais la question est, que faisons-nous en Ukraine? Eh bien, il y a beaucoup de discussions sur le soutien à une insurrection contre les Russes là-bas. C'est une idée désastreuse. Je pense que cela sera rapidement révélé comme tel. Je doute qu'en fin de compte, nous allons le faire. Je pense que, très à contre-cœur et à contre-cœur, nous allons devoir l'accepter. Oui, je suis d'accord avec cela. Je pense que les récits et les fausses histoires que nous avons créées finiront par prendre fin, car la réalité nous rattrape. Si nous avons tout fait pour escalader et que rien ne fonctionne, nous aurons épuisé nos stocks d'armes. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à part envoyer nos propres troupes. Mais nous n'avons pas de grandes armées.
Donc, nous devrons peut-être simplement accepter la défaite. Habituellement, à la fin d'une défaite, nous faisons la même chose que nous avons faite à la fin de la guerre en Irak et de la guerre en Afghanistan. C'est horrible et difficile de s'en remettre. Mais ensuite, nous avons toujours une grande solution. Nous arrêtons simplement d'en parler et trouvons quelque chose de nouveau. Et malheureusement, vous savez, un autre jour viendra, et c'est le processus que nous allons traverser. Mais dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que ce choc viendra en Europe lorsque nous découvrirons que nous ne sommes plus aussi intéressants, que le monde n'est plus eurocentrique. Les Américains tourneront leur regard vers l'Asie. Il y a une image très intéressante d'Olaf Scholz aux Nations Unies, parlant essentiellement à une salle vide. Pour moi, c'est un bon symbole de ce que l'Europe deviendra. Je pense qu'elle perdra son importance de manière dramatique. Je pense que les Américains s'en sortiront bien. Ils ont leur continent, leurs ressources, leur population et leur propre souveraineté technologique. Les Américains s'en sortiront bien, je pense. Mais pour les Européens, notre valeur marchande va chuter de manière significative, ainsi que notre influence. C'est ce qui m'inquiète depuis au moins 20 ans. J'ai averti qu'en redivisant le continent européen et en le remilitarisant, nous pourrions nous retrouver dans une situation désastreuse. Nous allons devenir un échiquier. Cependant, on m'a dit que c'était un argument pro-russe et qu'il fallait l'écarter. Mais de toute façon, je suis assez pessimiste quant à notre avenir, malheureusement. Moi aussi, j'en ai bien peur. Je parle encore de l'Europe. Je crois aussi que les États-Unis s'en sortiront. Ils le font toujours. Ils ont cette capacité et ils sont en sécurité derrière les océans. Je pense qu'ils s'en sortiront. Mais l'Europe entre dans un déclin qu'il sera très difficile d'inverser. Inverser, cela nécessiterait un grand sens de l'État et un degré d'humilité qui ne sont tout simplement pas présents. Nous sommes devenus très habitués en Europe à être au centre de l'humanité pendant 500 ans, croyant que tout tourne autour de nous. Ce sera un choc profond pour les Européens de comprendre que ce n'est plus le cas et que nous ne sommes qu'une partie d'un monde beaucoup plus vaste et pas la partie la plus intéressante ou dynamique non plus. Un dernier mot, John, avant de conclure. Je pense que nous avons un peu dépassé le temps aujourd'hui, donc nous vous laissons le mot de la fin. Non, je n'ai rien de plus à dire. C'était une conversation profondément déprimante. Rien de nouveau là-dedans. Et j'imagine que lorsque nous parlerons dans un mois environ, la conversation sera tout aussi déprimante. C'est vraiment remarquable à quel point nous sommes en difficulté. Je réfléchis souvent à ce à quoi ressemblait le monde au début des années 1990, quand tant de gens croyaient que c'était la fin de l'histoire. Les États-Unis étaient aux commandes, et les Européens se sentaient bien dans leur peau. Si vous comparez ce monde avec le monde d'aujourd'hui et ce à quoi le monde est susceptible de ressembler à l'avenir, c'est vraiment déprimant. Oui, l'orgueil précède la chute. Alors merci beaucoup, John et Alexander. Et oui, je vais accepter votre offre et nous referons cela dans un mois. Absolument. Merci beaucoup, John. Avec plaisir. J'ai hâte. My pleasure. I look forward to it.